Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours, qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien Hello Asso est dans les notes de l'épisode. Vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Aujourd'hui, je reçois Sophie Gedjmetet, une DRH pas comme les autres, qui a répondu à cet appel intérieur de développer sa faculté de channel pour pouvoir transmettre les messages du monde invisible. Elle nous raconte comment elle a commencé à canaliser des êtres de lumière, revient sur son parcours initiatique semé d'épreuves et nous explique le fonctionnement du channeling. Place à l'interview, bon épisode. Bonjour Sophie. Bonjour Raphaël. Merci d'avoir accepté cette interview dans Les Mondes Subtils. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Alors Sophie, moi j'ai lu ton livre, L'appel des êtres de lumière, et j'ai adoré ton histoire. C'est pour ça que je t'ai contactée, parce que j'avais envie de partager ça avec les auditeurs. Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui, s'il te plaît? Alors, en quelques mots, j'ai commencé à canaliser, comme tu as pu le lire, il y a à peu près une trentaine d'années. Après un parcours, je dirais, beaucoup plus traditionnel, parce que j'ai fait des études, j'ai fait Sciences Po, je suis rentrée dans le premier laboratoire pharmaceutique français à la direction des ressources humaines, où j'ai travaillé donc pendant 10 ans, avant de me consacrer et de faire ce choix, vraiment de me consacrer à l'appel de mon âme, qui était vraiment en fait, de participer à l'éveil des consciences. Parce que c'est vraiment ça que j'ai reconnu comme élan vraiment très profond en moi, dans ce que j'appelle entre guillemets ma mission d'âme, c'est cette participation à l'éveil des consciences à mon niveau. Et puis il y a eu cette découverte que je n'imaginais pas du tout de ce monde du channeling, de la communication avec les êtres de lumière, du fait que moi aussi je pouvais recevoir et retransmettre ces messages des êtres de lumière. Et là encore, c'est quelque chose que j'imaginais vraiment pas au départ. Ça a bouleversé ma vie, mais en tout cas dans un sens qui me ravit aujourd'hui. Et après avoir été thérapeute pendant une vingtaine d'années, aujourd'hui je me consacre essentiellement à la formation, à la transmission, à l'enseignement, donc notamment à travers des programmes en ligne où donc j'accompagne les personnes donc sur un chemin spirituel, essentiellement à se relier à ce que j'appelle leur guide intérieur, leur guide de lumière et puis leur mission d'âme. Et pour pouvoir vivre, je dirais d'abord plus de paix, plus de confiance, plus de joie au quotidien, puis surtout plus d'alignement aussi avec leur étincelle divine, si je puis dire, leur âme. Je pense que c'est ça vraiment le secret, en fait. Au-delà de tout ce qui est faculté, c'est juste être aligné avec qui on est vraiment. Alors là, tu viens de prononcer le mot qui, pour moi, est essentiel, c'est l'alignement. Si, tu vois, je veux dire, j'ai une prière vraiment tous les matins, c'est vraiment de demander à être le plus aligné possible, parce que pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, justement, être ce que j'appelle mon action juste et être aligné avec à la fois mon âme et puis le plan divin. Et tu as toujours été spirituelle? Tu as toujours cru en cette spiritualité? Je crois, oui. En tout cas, dès l'adolescence, cette quête spirituelle, elle est devenue de plus en plus marquée. Et je me souviens en effet que dès l'adolescence, déjà, j'étais en perpétuelle quête de sens. Et j'ai commencé à m'intéresser d'abord à tout ce qui touchait à la connaissance de soi, au bien-être,
et puis un peu après à l'ésotérisme, et ça a grandi vers une quête spirituelle de plus en plus intense, je dirais. Ouais, tu as eu une soif qui s'est C'est vraiment ça, oui. Ouais, je vois complètement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours Parce que moi, ma théorie, c'est que même quand on a plusieurs vies, entre guillemets, avec un certain recul, il y a une logique. C'est-à-dire qu'en fait, tu retrouves quand même une trame, un fil rouge dans tout ce que tu as fait avant. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Tu l'as mentionné juste avant, Sciences Po, tu as travaillé en ressources humaines, etc. Donc, est-ce que tu peux retracer ça rapidement et nous expliquer en quoi, avec le recul, ça t'allait à ce moment-là, par rapport à qui tu es ? Oui. C'est vraiment important ce que tu dis, parce que je me suis en effet rendu compte que chaque expérience avait vraiment son lot d'enseignements et pouvait vraiment nous servir, même si après on fait quelque chose qui n'a rien à voir. Donc tu vois, pour revenir un petit peu au début, je sais que tu es journaliste à la base, Raphaël, et moi, quand j'étais adolescente, eh bien mon rêve c'était d'être journaliste. Et en fait, si je suis rentrée à Sciences Po, c'était avec cet objectif au départ extrêmement clair d'être journaliste, parce qu'on m'avait dit, ben voilà, la voie royale pour être journaliste, c'est de faire le centre de formation des journalistes, et la meilleure formation, la meilleure préparation pour ça, c'est de faire Sciences Po. Et donc, c'est comme ça que je suis rentrée à Sciences Po, et là-bas, j'ai fait mon premier stage de journalisme, et là, j'ai pris la mesure du décalage entre mon rêve et la réalité, entre mon idéal et la réalité, et j'ai entrevu un monde qui m'a semblé extrêmement dur, en tout cas où moi je me sentais pas assez armée, où j'avais l'impression qu'il fallait vraiment se battre pour faire sa place, et je me sentais pas du tout assez forte pour ça. C'est un vrai monde de requins, ouais. Voilà, c'est exactement le sentiment que ça m'a donné. Et moi je me suis dit ah non mais je pourrais pas, quoi. Je suis pas assez requin, justement. Et puis je sens que j'ai besoin de davantage de sécurité que de frapper à toutes les portes pour vendre mes piges. Donc c'est ce qui m'a fait me réorienter en fait vers les ressources humaines. Et à l'époque, donc j'avais vraiment déjà un très grand désir d'être utile, de me sentir utile, et donc de travailler dans un secteur que je trouve utile. Et à 20 ans, je me suis dit, qu'est-ce qui est utile ? La santé, c'est vraiment utile. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique. Et au départ, ça m'a aussi beaucoup apporté, parce que j'ai aussi appris dans l'entreprise à m'organiser, à régler 10 problèmes à la fois, et donc à pas me noyer dans un verre d'eau, à savoir synthétiser les choses, il y a tout un tas de compétences qu'on développe dans l'entreprise, qui m'ont par la suite été aussi très utiles, même si j'étais plus du tout dans ce milieu-là, parce que autant au début ça me plaisait, autant à la fin, juste, j'en pouvais plus. Mais vraiment, je n'en pouvais plus. Et il y avait vraiment cet appel toujours qui était là. Et en même temps, c'est grâce aussi à mon expérience de l'entreprise et au salaire que j'avais dans cette entreprise que j'ai pu faire toutes les formations qui m'ont ensuite aidée à m'installer comme thérapeute, et puis à tout le parcours aussi de travail sur moi que j'ai fait, parce que ça a un certain coût, ça, il ne faut pas se leurrer non plus, quand on fait beaucoup de séances de thérapie, de formation, de stage, etc. Voilà, à la fin, quand je suis partie, je me suis dit, c'est aussi important que je parte en étant dans la gratitude et pas uniquement dans le ras-le-bol, parce que faut pas se mentir, j'étais vraiment dans le ras-le-bol. Mais voilà, j'ai essayé aussi de partir en n'étant pas uniquement centrée sur ce ras-le-bol, mais dans ce que ça m'avait apporté. Et j'ai pu être aussi dans la gratitude de ce que ça m'avait permis de développer, et de tout ce que ça m'avait apporté. Oui, parce qu'en plus, c'est vraiment... Bon, déjà, c'est un investissement sur toi, parce que tu travailles sur toi, et en effet, tu as fait plein de choses, ça coûte, dont pas mal de voyages, donc ça coûte de l'argent, etc. Mais d'un autre côté, même s'il y a ce côté ras-le-bol-là, il y a quand même une finalité qui est autre. Tu vois, tu te dis, OK, je fais pas tout ça pour rien, parce qu'il y a des gens qui ont
ce ras-le-bol-là. Et en fait, ils n'ont rien à côté, ils n'ont pas de but, ils ont plus de... Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de passion, ils se sont complètement perdus. Mais toi, tu avais quand même cette autre vie un peu en parallèle, quoi. C'est ce que j'allais te demander aussi. Ça faisait quoi de faire autant de voyages, de commencer à faire du channeling et puis d'à côté de pointer de lundi à 9h et d'être dans la RH, quoi. C'était vraiment, j'allais dire, un grand écart. Un grand écart parce que c'est vrai que, je travaillais avec beaucoup de médecins. J'embauchais beaucoup de médecins parce que voilà, ça faisait partie de mon travail dans les ressources humaines. Et souvent, une anecdote que je raconte, mais parce qu'elle m'a marquée, je me souviens que je me disais, s'ils savaient que ce soir, j'ai rendez-vous avec les anges. J'adore. Et c'est vrai aussi que toutes mes vacances, je les passais soit à faire des formations, soit dans des voyages initiatiques, où c'est vrai que j'ai été amenée, la vie m'a amenée à beaucoup voyager et à recevoir des initiations un peu aux quatre coins du monde. Je revenais après, pour la reprise, j'étais complètement nourrie, complètement presque illuminée de l'intérieur de toutes ces expériences. Et je me disais, c'est tellement merveilleux ce que j'ai vécu que franchement, ma vie au retour, elle va être géniale, quoi. Et puis, je revenais, et là, j'avais une sorte de chute vibratoire où je reprenais le travail dans l'entreprise. Et au fur et à mesure, c'était de plus en plus dur. Et ce que j'ai fini par comprendre, c'est que au fur et à mesure que je vivais aussi toutes ces expériences très lumineuses et qu'il y avait tout ce travail de nettoyage intérieur qui s'effectuait, je vivais une élévation vibratoire qui faisait aussi remonter à la surface tout ce qui avait besoin d'être conscientisé et libéré en moi. Et donc, contrairement à ce que j'espérais que ma vie devienne de plus en plus merveilleuse et facile, alors oui, il y avait vraiment beaucoup de moments merveilleux, puis un sentiment de sens, beaucoup de choses qui me nourrissaient, mais il y avait aussi des états intérieurs très difficiles où j'avais beaucoup de tristesse, de colère qui me remontaient. Alors des fois, je savais à quoi c'était lié. Des fois, j'avais l'impression que ça venait de tellement loin que je ne comprenais même pas ce qui se passait. Et j'ai fini par comprendre que ça faisait partie du processus de désintoxication qui est vraiment partie prenante en fait du travail sur soi. Et que plus on monte dans des vibrations élevées, plus c'est aussi important après de redescendre pour aller amener cette lumière, cette écoute, cette compréhension aux aspects de nous plus blessés qui ont besoin d'être écoutés et guéris. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai constamment l'occasion de répéter aux personnes que j'accompagne, notamment sur la capacité à développer les connexions aux êtres de lumière, où je leur explique que quand ils me disent ah oui, mais là, il y a telle chose qui n'est pas facile, etc. Je leur dis, mais ça fait vraiment partie du processus. C'est pas confortable, mais on ne peut pas en faire l'économie si on veut vivre vraiment ce processus de façon, comme je dis, saine, c'est-à-dire de façon équilibrée. On ne peut pas faire l'économie d'aller, une fois qu'on a touché des moments de lumière et des espaces de lumière scintillants en nous, d'aller redescendre pour aller rencontrer les parts d'ombre que l'on porte tous en nous et qui sont aussi reliées à nos parts blessées. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, il n'y a pas de baguette magique, quoi. De toute façon, le travail, il faut le faire. Et j'ai toujours cette image de ça. Le travail, il faut le faire. Et ça veut aussi dire mettre un peu les mains dans le cambouis. Et exactement. c'est pas toujours agréable. Exactement. Ouais. Et ça a aussi été un processus extrêmement progressif, dans le sens où donc, j'ai commencé à recevoir les premiers messages des êtres de lumière, je crois que c'était en 1995 de mémoire, donc ça va faire bientôt quasiment 30 ans, et vraiment progressivement, les énergies que j'ai reçues sont devenues de plus en plus fortes. Mais là encore, ça a été vraiment progressif,
parce que, et ça fait aussi partie de ce que j'explique dans les enseignements que je transmets aujourd'hui, notre corps physique, notre système nerveux central a besoin de s'habituer progressivement à ces énergies qui sont beaucoup plus élevées que les nôtres. Donc si on les recevait directement, on disjoncterait littéralement. Puis malheureusement, il y en a à qui ça arrive. C'est pour ça que moi j'insiste autant dans tout ce que je transmets sur les bases qui sont l'enracinement, qui sont le centrage, qui sont l'élévation vibratoire, pour pouvoir là encore vivre le mieux possible ce processus. Ouais, y aller doucement et pour pas disjoncter. Exactement. Il faut faire très attention avec ces choses-là. Donc ça s'est vraiment développé progressivement. Il y a eu d'abord comme c'est généralement le cas, ce qu'on appelle des énergies qui sont venues préparer mon canal. Et puis, c'est seulement quelques années après que sont arrivées les énergies que je canalise depuis, qui se sont présentées comme les énergies de Marie-Madeleine et du Maître Saint-Germain. Il y a eu de nouvelles énergies qui sont arrivées, ça fait 2 ou 3 ans maintenant. Ils m'ont expliqué que nous vivions une période, en fait, on avait besoin de tellement d'aide que justement il y a de l'aide supplémentaire qui arrivait et que donc il y a de nouveaux êtres de lumière qui venaient à travers mon canal. Ils m'ont dit non pas pour remplacer ceux qui étaient déjà là, mais pour, je les cite, agrandir l'équipe et me permettre de diffuser plus puissamment, en sachant que quand je parle de diffuser plus puissamment, c'est une transmission qui se vit à la fois à travers des paroles, parce que quand je canalise, il y a des paroles, mais où l'essentiel se vit au niveau énergétique, vibratoire. Ce sont des énergies qui sont transmises et ce sont ces énergies qui créent, je dirais, les déclics et les éveils de conscience et les transformations les plus profondes chez les personnes qui les écoutent, que ce soit en direct ou tout autant dans des vidéos, dans des enregistrements, ça passe tout aussi bien. Et là, apparemment, on m'annonce qu'il y aurait encore de nouvelles énergies qui vont arriver, donc je vais voir ça bientôt. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un processus qui est en constante évolution. Donc juste pour aussi terminer sur mon parcours, donc quand j'ai quitté l'industrie pharmaceutique, j'ai commencé à donner donc des soins énergétiques, des séances de canalisation, des séances de libération émotionnelle, ce que j'ai fait pendant 20 ans à peu près. Et puis, depuis 3 ans, là, il est vraiment devenu très clair que je ne pouvais plus, et vraiment que ce qui m'était demandé maintenant, c'était de me consacrer uniquement aux formations pour toucher un public plus large, et pas seulement aux formations, à tout ce que je peux transmettre, en fait, y compris gratuitement à tout le monde, enfin, toutes les personnes qui sont intéressées. Sur mon site internet, j'offre beaucoup de ressources, que ce soit des vidéos, des audios, etc. Toujours pour aider à cette connexion à son âme, à ses guides, à son guide intérieur, à ses guides de lumière, pour élever son taux vibratoire et sur tous ces sujets en fait qui touchent à l'élévation de conscience. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, alors j'ai plein de questions en tête qui défileront après, mais déjà la base, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre du channeling et de la médiumnité? Oui. Alors, il y a des personnes qui emploient l'un ou l'autre mot, et pour eux, c'est la même chose. En tout cas, moi, je fais la différence. Enfin, en général, moi, je préfère parler de channeling plutôt que médiumité, parce que la médiumité, je trouve que c'est très associé à la voyance. Or, le channeling est très différent de la voyance. Généralement, les êtres de lumière ne font pas de prédiction. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le channeling, c'est le fait de recevoir et de retransmettre les messages et ou les énergies d'êtres de lumière. Et ce que j'appelle des êtres de lumière, ce sont des êtres de très haute vibration qui ne sont pas incarnés ou qui ne sont plus, ou qui l'ont été et qui ne le sont plus, et qui ont atteint, je dirais, un très haut niveau d'amour, de sagesse, et qui sont vraiment au service. Parce que ça fait vraiment partie des caractéristiques du divin, c'est d'être au service. Et qui, avec ce sens du service, viennent nous inspirer. Ils ne vont pas faire des choses à notre place, mais ils vont nous aider, nous inspirer. Donc que ça soit par une aide énergétique, par leurs énergies ou par leurs enseignements, par exemple. Et le channeling, c'est vraiment le fait de les recevoir et de les retransmettre. La médiumité, ça peut être plus associé donc soit au fait de prédire l'avenir,
Et ce que je disais, c'est qu'en général, les êtres de lumière ne le font pas parce que eux, ce qu'ils disent, c'est que le futur est en constant changement, puisqu'en fait, on le crée en permanence à partir de nos pensées, de nos paroles et de nos actions. Donc, ils peuvent donner des probabilités, mais en insistant sur le fait que ce ne sont que des probabilités qui peuvent changer à tout moment. Et sinon, la médiumnité, ça peut aussi être associé au contact avec les défunts. Alors, c'est une forme, de médiumité, mais le channeling, en fait, on vient contacter des êtres non incarnés qui sont d'un niveau encore beaucoup plus élevé que le plan des défunts. Vraiment des êtres qui se sont réalisés. Et ça, c'est vachement intéressant aussi d'expliquer qu'il y a tout un travail à faire sur soi pour élever son taux vibratoire, pour pouvoir communiquer avec eux. Parce que sinon on disjoncte, ou sinon il y a plein de gens qui disent « mais pourquoi moi je capte pas, j'entends pas ?» C'est parce qu'en fait il y a un écart qui est trop grand, j'imagine, entre leur fréquence à eux et notre fréquence à nous. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout à fait, oui. Après, juste quand j'ai envie d'ajouter à ça, c'est que c'est aussi une question de mission d'âme. C'est-à-dire que les personnes qui sont channel, elles sont en rien supérieures aux autres, juste ça fait partie de leur mission d'âme. Et elles ont choisi d'y dire oui. Ça, c'est très important parce qu'il y a des tas de personnes qui ont cette capacité, mais qui ont des peurs, des résistances, etc., et qui ne vont pas le développer parce qu'elles ne le choisissent pas. Oui, bien sûr. Et j'ai trouvé ça super intéressant ce que tu m'as dit juste avant qu'on commence l'interview par rapport au fait que la canalisation, le channeling, c'est pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'il y a un travail à faire avant. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça pour des gens qui, par exemple, ont ces facultés-là qui se réveillent, mais il y a un chemin initiatique, en fait. Alors oui, c'est un vrai chemin initiatique. Moi, si tu veux, pendant les étapes dans lesquelles je guide les personnes que j'accompagne à travers mes programmes pour cela, c'est d'abord le nettoyage intérieur à travers des processus de libération au niveau émotionnel, au niveau mental, c'est-à-dire au niveau de nos croyances, au niveau karmique, parce qu'on a souvent beaucoup de mémoires qui peuvent freiner aussi ces capacités. Parce que, imaginez notre canal, plus il va être, entre guillemets, propre, c'est-à-dire nettoyé de toutes les charges qu'on a pu retenir de nos blessures émotionnelles, de nos vieilles colères, de nos événements traumatiques, etc., plus on va pouvoir recevoir et capter de façon fine et fiable des énergies beaucoup plus élevées. Donc ça, c'est vraiment la première étape et ça rejoint vraiment un travail, je dirais, psychologique, un travail thérapeutique, avec aussi une dimension énergétique, parce que de mon expérience, c'est en tout cas ce que j'ai trouvé de plus efficace, c'est d'allier le côté à la fois psychologique, énergétique et spirituel pour des libérations intérieures. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle vraiment installer des bases saines. Donc, c'est tous les processus où on va élever notre taux vibratoire, où on va apprendre aussi à, entre guillemets, se protéger. Alors, j'aime pas beaucoup ce terme parce qu'il est souvent associé à la peur. Et plus on va avoir peur, plus on peut être vulnérable, au contraire, à des énergies beaucoup moins élevées. Mais c'est en tout cas mettre en place les bases pour pouvoir capter uniquement ce qu'on souhaite capter, c'est-à-dire les énergies les plus élevées au service de l'amour et de la lumière, et pas des petits plaisantins qui nous apporteraient pas grand-chose, voilà, qui ne sèmeraient que de la confusion. Et c'est aussi tout le travail autour de l'unification intérieure, du centrage. Voilà, c'est de savoir s'installer dans un état intérieur qui soit à la fois centré, enraciné et élevé. Et dans les bases, où il y a une chose essentielle pour moi qui est l'enracinement. Oui, c'est avoir une assise. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement, c'est développer son assise. Tout à fait. Et puis après, la troisième étape, c'est la pratique. Et la pratique, alors, il y a différents outils pour ça. Il y a
il y en a certains qui utilisent donc ce qu'on appelle la transe, comme c'est mon cas, en tout cas, mais la transe consciente ou semi-consciente, où les énergies descendent dans notre corps et s'expriment à travers nous. Ça peut se vivre également par l'écriture, ce qu'on appelle l'écriture inspirée, ou par des voyages intérieurs, par des voyages méditatifs. Donc, il y a différents outils, différentes pratiques qu'on peut vivre. Après, chacun peut avoir ses préférés. Moi, là encore, parmi mes étudiants, il y en a qui vont être plus à l'aise avec l'écriture, d'autres pour qui ça va se manifester juste en silence dans leur quotidien, par des inspirations au quotidien, par des intuitions, par juste le fait d'être inspiré à dire la chose juste au bon moment, ou tout simplement en silence par leur rayonnement, le fait qu'ils vont rayonner ces énergies lumineuses et éclairer autour d'eux, parfois sans même être conscients. Et là, c'est vraiment, je dirais, un chemin d'humilité, mais qui peut vraiment beaucoup, beaucoup apporter pour la Terre et autour de soi. Oui, et puis pour soi-même aussi, parce qu'évidemment, on est mieux, on est délesté de tous ces poids. Exactement. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment, donc ton outil, c'est la transe. Oui. Concrètement, comment ça fonctionne ? Alors, tu veux dire, par exemple, comment ça se fait concrètement quand je vais entrer en transe ? Oui, et comment tu canalises ? Est-ce que tu vois ? Est-ce que tu entends ? Je vais expliquer ça. Alors, d'abord, pour moi, c'est toujours quand je le décide. C'est-à-dire que ça vient jamais comme ça. Parce que j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Oh, ça vient quand je suis au volant. » Non, je suis désolée. Non, on canalise pas quand on est au volant. Surtout pas. Donc, c'est toujours quand je le décide, quand je le choisis, et ça me demande un temps de préparation. Et ce temps de préparation, il est extrêmement important. J'ai parlé de protection tout à l'heure, et j'ai dit, j'aime pas trop ce mot parce que souvent ça implique la peur. Là, ce que me disent les guides, c'est que la meilleure protection, entre guillemets, quand on canalise, c'est déjà de s'installer dans un état intérieur de recueillement, je veux dire, où on s'installe, on sait qu'il y a quelque chose de sacré qui va se passer. Donc concrètement, je commence par m'installer en ce que j'appelle en position de méditation. Donc moi, je suis un peu en tailleur, sans croiser les jambes, mais voilà, je suis sur mon canapé en tailleur. Je commence toujours par m'enraciner, donc en projetant un faisceau de ma base vers le cœur de la Terre. Je m'enracine à la Terre, je m'enracine au ciel, en projetant un faisceau de ma couronne, du sommet de ma tête vers les plans célestes. Et je commence à être rentrée en présence de mon canal, donc de cette colonne de lumière qui me traverse. Il y a toujours ce point essentiel qui est l'intention. Donc, je pose l'intention donc, de me préparer à canaliser, l'intention de canaliser uniquement et d'autoriser uniquement les êtres de lumière les plus élevés au service de l'amour et de la lumière à venir en moi. Je demande à mon ego, à mon mental, à ma personnalité de se mettre de côté. Bon, je leur dis que je les retrouverai après, mais que là, ils peuvent prendre un repos bien mérité. Voilà, j'harmonise mes chakras, mes centres d'énergie. Et puis, j'ai ce qu'on appelle une induction. En fait, c'est une prière d'appel. Donc ça, c'est quelque chose de personnel. Après, bon, oui, chacun peut voilà, faire. Exactement, pour les appeler. Et j'ai un temps de méditation. Alors, quand j'ai démarré, il me fallait au moins un quart d'heure à 20 minutes pour me préparer avant de les recevoir. Aujourd'hui, en quelques minutes, c'est beaucoup plus rapide. Et à un moment donné, je sens une énergie qui entre en fait en moi, qui rentre par le sommet de ma tête. Je reste consciente, donc je ne quitte pas mon corps, je suis toujours éveillée. Mais à ce moment-là, je sens l'énergie qui descend en moi, c'est comme si elle fusionne avec la mienne, elle fusionne avec ma conscience, et elle va m'inspirer en fait à dire certains mots. Je ne sais jamais à l'avance ce qui va être transmis. Et voilà, je me laisse guider, en fait, je laisse sortir les mots qui sortent un peu tout seuls de ma bouche. Donc voilà comment ça se passe, en sachant, comme je l'ai dit, que l'essentiel, au-delà des mots, il y a à ce moment-là, à travers ma voix, une vibration qui va être transmise. Et c'est souvent cette vibration qui va agir le plus. Pour moi, c'est comme ça que j'explique que régulièrement, il y a des personnes qui me disent « mais c'est incroyable ce que je ressens ».
quand je vous écoute, quand j'écoute vos canalisations, je l'ai jamais ressenti. Moi qui ressens jamais rien, là j'ai eu des ressentis incroyables où les gens vivent des choses mais extrêmement fortes qui me surprennent moi-même, hein, et qui les surprennent beaucoup aussi. Et ça, je vois bien que c'est pas juste les paroles. Moi, je ne peux l'expliquer que par l'énergie qui est transportée par ces paroles. Oui, ce sont les vibrations de la voix, en fait. Exactement, exactement. Et ce que j'adore, en fait, dans ce travail vibratoire, c'est que du coup, notre mental, il est court-circuité. Par exemple, je me souviens d'une personne comme ça qui me racontait qu'il était dépendant, il avait énormément de dépendance, il avait beaucoup travaillé sur lui pour guérir ses différentes dépendances et il avait réussi à se libérer de beaucoup de dépendances, sauf une qui était sa dépendance au H en fait. Et à ce moment-là, il fumait quand même beaucoup, il me disait qu'il fumait une quinzaine de joints par jour, donc c'est quand même pas rien. C'est pas mal, oui. Ouais. Et juste en écoutant en silence la vibration que je canalisais, il m'a raconté que après ça, en fait, il était sorti, il avait mis machinalement la main dans sa poche où il avait toujours un joint et il n'avait pas pu. Et en fait, et qu'il a arrêté du jour au lendemain, sans manque, en fait. Et alors, bon, bien sûr, il avait cette volonté, ce désir d'arrêter. Sinon, ça n'aurait pas marché. Mais sauf qu'il avait ce désir avant, il n'avait pas réussi. Et là, uniquement avec l'aide de la vibration, associée bien sûr à la demande intérieure qui était la sienne, hein, eh bien, il avait pu s'en libérer complètement. Ouais. Ça lui a donné le coup de pouce qu'il fallait, en fait. Exactement. Pour arriver avec sa motivation à lui, à passer le cap. Voilà, c'est le mot. Voilà. C'est-à-dire que ça sera toujours par rapport quand même à ce dont la personne a besoin et qu'elle est prête à recevoir à ce moment-là et qui correspond à une aspiration de sa part. Et c'est là que les choses vont pouvoir se débloquer. Mais c'est intéressant ce que tu dis par rapport à la vibration de la voix, parce que je pense sincèrement qu'on vit dans un monde où, comment dire, on n'a pas besoin des mots, en fait. On n'a pas besoin de la parole. Et tout se transmet par d'autres moyens. C'est exactement ça. Et tout à fait ce que disent les guides de lumière. Ils nous disent en fait qu'ils pourraient nous transmettre tout ce qu'ils ont à nous transmettre en silence. Et qu'en fait, s'il y a des mots, c'est parce que notre mental en a besoin. C'est ça. Mais que l'essentiel de ce qu'ils ont à nous transmettre se fait au niveau vibratoire. Et moi, c'est ce que je ressens quand je canalise. Et c'est ce que je dis toujours aux personnes dans ces transmissions. L'essentiel, en fait, vous le recevez au niveau vibratoire. Et là encore, même ceux qui sont sceptiques, quand ils écoutent, alors que ce soit dans mes programmes ou dans les canalisations que j'offre gratuitement sur mon site ou dans d'autres choses, c'est quand ils le vivent qu'ils se rendent compte. Par contre, attention, pour qu'ils puissent vraiment en tirer les bénéfices, il faut qu'il l'écoute sans faire autre chose en même temps, dans un état de disponibilité et de réceptivité. C'est-à-dire qu'ils se mettent, comme je dis, comme quand on fait une méditation, ou en état où vraiment totalement à l'écoute de ce qui se vit à l'extérieur de soi, et fait de la transmission et puis de ce qui se vit en soi. Voilà, si je fais faire ma vaisselle en même temps, si je fais mon rangement, puis j'écoute ça comme on écoute une émission de radio, non, ça ne fera pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, faut l'accueillir. Il faut l'accueillir, ça demande une collaboration. Ça demande une réceptivité. Et c'est cette réceptivité qui fait que, quelque part, le travail alchimique va pouvoir se faire. Moi, il y a quelque chose qui que j'ai beaucoup aimé dans le livre et qui m'a marqué, c'est que dans ton parcours, ton chemin initiatique, tu as eu beaucoup de petites épreuves, petits tests par rapport au discernement. Oui. Et le discernement, pour moi, je trouve que c'est tellement important parce qu'aujourd'hui, on entend tout et n'importe quoi. On a tous des vérités différentes aussi.
C'est pas parce que toi, tu penses quelque chose et que moi, je pense l'inverse, qu'en fait, on n'a pas toutes les deux raisons. C'est juste notre point de vue qui diffère. Et il n'y a pas une seule vérité. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, ton idée du discernement et je pense que ce qui est le plus important par rapport à cette idée-là, c'est garder son propre pouvoir. Oui. Alors, c'est tellement essentiel ce point, et comme tu dis, surtout actuellement où il y a vraiment, mais j'ai l'impression plus que jamais, tout et n'importe quoi qui circule. Et là encore, les guides, des fois, ils nous disaient, on dit, mais vous, au milieu de tout ça, vous demandez, mais des fois, à quel saint se vouer, et répondre au saint à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que le véritable discernement, il se vit quand on est capable à l'intérieur de soi d'interroger ce que moi j'appelle notre guide intérieur, qui est l'aspect le plus élevé de nous. Donc c'est pas un guide extérieur comme peuvent l'être nos guides spirituels, hein. C'est vraiment l'aspect le plus élevé de notre âme relié à notre incarnation présente. Et demander en soi, est-ce que c'est juste ou pas pour moi? Parce que dans le discernement, il y a plusieurs choses. Bon, il y a des choses qui sont vraies ou non, qui sont, on va dire, élevées ou moins élevées pour tous. Et puis, il y a des choses qui peuvent être juste pour quelqu'un d'autre et qui ne le sont pas pour soi. Mais il y a aussi, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'intention et de la vibration. Au-delà des mots, il y a des mots qui peuvent être très jolis et des très beaux discours. Et puis, il y a seulement se connectant à l'énergie en soi qu'on va sentir si ça sonne juste ou pas. Tu vois, tu parlais de ce que j'évoquais, par exemple, du différents tests que j'ai eu, que j'ai raconté donc dans mon livre. Les tests de discernement. Ouais, sur les tests de discernement, notamment, par exemple, par rapport au channeling. Un jour, c'était dans un atelier où je faisais une formation sur la canalisation, mais où j'étais là, à ce moment-là, non pas enseignante, puisque c'était à mes débuts, donc où j'étais moi-même, je participais en fait à cet atelier. Et il y a eu une canalisation avec des messages que j'ai trouvés mais vraiment extrêmement curieux, c'est-à-dire que les guides qui se sont présentés ont commencé à donner des sortes de tâches à faire à chacun de nous, mais c'était vraiment des choses pour le moins curieuses, parce que par exemple, je me souviens, on était à la montagne et il y avait 2 hommes qui étaient présents dans les participants, et ils ont dit, allez vous mettre nus tous les deux dans la neige, roulez-vous tous les deux nus dans la neige et puis vous verrez ce qui se passe. Je me souviens de cette partie du livre. Et puis, moi, il m'avait demandé d'échanger un massage avec une autre participante. Il y avait un peu de choses comme ça. Puis, je commençais à me dire, mais il nous raconte quoi là? Mais c'est n'importe quoi. Et puis, en même temps, je me connecte vraiment à l'énergie, et l'énergie, je la trouvais élevée. Et puis du coup, j'en discute avec l'amie avec laquelle il m'avait proposé d'échanger un massage, et puis elle avait un peu le même sentiment que moi. Et bon, on décide finalement toutes les deux que ça ne nous convient pas, qu'on ne va pas faire ce qu'il nous demande, parce que, en fait, ça ne nous semble pas juste. Et on est quand même très, très interrogative sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que celui qui était notre professeur, si je puis dire, s'est pas fait à ce moment-là parasiter par des énergies beaucoup plus basses? Et puis, en fait, le lendemain, il y a eu un nouvel enseignement où les guides sont revenus et ils nous ont dit, voilà, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé donc hier. Et maintenant, on va vous dire ce qui s'est passé. L'énergie qui est descendue était effectivement une énergie d'un guide très, très élevé et qui est venu vous tester. Et il est venu vous tester par rapport au fait, est-ce que vous allez remettre votre pouvoir à un guide extérieur? Est-ce que vous allez faire quelque chose qui ne vous semble pas juste, même si ça vous est demandé par un guide, une entité extérieure, même si elle vous paraît élevée? Et il nous a dit vraiment la leçon de tout ça, c'est que vous ne devez jamais abdiquer votre propre pouvoir intérieur et l'écoute de votre propre soi divin, même si vous pensez, en fait, être avec le guide le plus élevé qui soit.
Et ils nous ont dit ça, c'est une leçon essentielle dans votre parcours de ne jamais remettre en fait votre pouvoir à quiconque et de toujours en revenir en fait à votre ressenti et à l'écoute de ce que j'appelle votre propre guide intérieur en fait. Et c'est tellement important. Oui. C'est tellement important. Parce que je pense qu'il y a aussi pas mal de gens, comment dire, ce qu'on disait, il y a un peu du tout et n'importe quoi là-dedans. Et il y a des gens qui ont soif de pouvoir là-dedans. Et donc justement, donner son pouvoir à quelqu'un d'autre qui a soif de pouvoir, c'est en fait... c'est comme ça que se forment les gourous. Et des gens qui sont pas forcément bien intentionnés, quoi. Donc, une belle épreuve, en tout cas. Mais c'est ça que j'ai aimé dans ton livre, tu vois, c'est que c'était pas juste aveuglément faire ça et ça, c'est qu'il y a eu des moments où tu dis non. Ah, mais, non. Attends, mais comme souvent, comme les étudiants me disent, j'ai plein de doutes, mais je leur dis, mais les doutes, c'est sain d'en avoir. Alors, quand on en a trop et que ça nous paralyse dans l'action, là, en effet, c'est important de travailler dessus. Mais c'est important de garder un peu de doute, c'est-à-dire une lucidité, pour pouvoir toujours... toujours, moi, la question que je leur pose, c'est ce que vous recevez, est-ce que ça sonne juste? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est nourrissant? Est-ce que c'est inspirant pour vous et pour les autres, si vous le transmettez? Mais c'est ça notre boussole, si je puis dire. Oui, bien sûr. Et dans ton parcours initiatique, ton chemin, est-ce que tu as eu des moments, je m'en doute que tu as eu des moments vraiment difficiles, mais est-ce que tu as eu des moments difficiles au point d'avoir comme une crise de foi, tu vois? Alors, j'ai eu des moments difficiles, oui, parce qu'il y a eu des moments où j'étais vraiment... submergée par tout ce qui remontait comme tristesse. Enfin, j'ai eu des remontées aussi de mémoire de vie passée avec des grandes... où j'ai contacté des vies d'horreur aussi. Hein. Donc avec beaucoup de tristesse, de colère, de sentiments de ras-le-bol, etc. Donc il y a eu clairement des moments qui ont été très difficiles, mais en tout cas jamais au point de remettre complètement en question ma foi. Non, la foi, je l'ai toujours gardée parce que j'ai toujours senti que malgré les difficultés, il y avait quand même cette lumière qui était là. Ouais. Et puis, c'est qu'il y avait... c'est que j'avais aussi... C'était une expérience, tu vois, c'était pas... c'est toute la différence entre la croyance et l'expérience. Quand je parlais de cette connexion à cette lumière, de ces êtres de lumière, c'était pas juste que je croyais qu'ils existaient, c'est que j'en avais fait l'expérience, y compris dans mon corps. J'avais touché ce qu'on peut appeler des états de grâce. Donc quand on a vécu ça, et y compris dans son corps, c'est difficile de le remettre en question. Oui, parce que tu as eu des preuves, en fait. C'est ça. Toi, tu as eu des preuves. Ça a été quoi ta première preuve? Tu t'en souviens? Alors, oui, il y en a eu plusieurs. Je ne sais pas si j'appellerais pas ça preuve, parce qu'il y a c'est bien complètement des preuves, mais en tout cas, des moments tellement forts qui s'ancrent en nous. Il y a eu le tout premier, ça a été la première fois que j'ai entendu une canalisation et que j'ai eu comme une forme, ce que j'ai appelé comme une forme d'orgasme au niveau du cœur, c'est-à-dire un état de grâce que j'avais jamais connu de ma vie. Ça, je me disais, mais c'est quoi? Waouh! Mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? C'est incroyable! Donc ça a été un premier moment fort. Après, dans les preuves, entre guillemets, et entre parenthèses, les preuves, c'est souvent au début, quand on a besoin d'être rassuré et encouragé sur le chemin. Et là, c'est ce qui s'est passé dans les toutes premières canalisations que j'ai données. Donc au départ, c'était avec un petit groupe de proches. Et dans ce petit groupe de proches, il y avait ma marraine. Et ma marraine m'avait dit, juste un peu avant, qu'elle était un peu inquiète parce que
on lui avait trouvé quelque chose qui était peut-être pas très normal au niveau de son sein, mais que le médecin lui avait dit qu'apparemment c'était pas cancéreux. D'après les premières analyses, c'était pas cancéreux, mais que par précaution, ils allaient quand même faire des analyses complémentaires. Et donc, je fais une canalisation, et puis donc, il y avait un petit groupe de 4-5 personnes, et chacun à leur tour, ils pouvaient venir devant moi et poser une question. Et quand vient son tour, elle vient tout à la fin, parce que tellement elle avait peur, en fait, et elle finit par dire, littéralement par lâcher, mais finalement, mais qu'est-ce que j'ai au sein ? Et moi, à ce moment-là, j'entends, il y a une tumeur, il y a une tumeur, il y a une tumeur. Et j'ai beaucoup de mal à le laisser passer. Déjà parce que c'était en contradiction avec ce qu'elle m'avait dit avant, que apparemment le médecin avait dit que c'était pas cancéreux. Et puis c'était extrêmement difficile pour moi de délivrer ce type de diagnostic auquel je suis absolument pas habilitée. Et puis c'est ta marraine, il y a de l'affect. Il y a l'affect, etc. Donc j'ai vraiment et puis donc ça tambourine à l'intérieur de moi. Il y a une tumeur, il y a une tumeur, il y a une tumeur et je bloque, j'arrive pas à le dire. Et puis en même temps, je finis par me recentrer et dire, OK, vraiment, je demande à tous les aspects de moi de collaborer pour transmettre ce qu'il y a de plus juste que j'ai à transmettre. Et à ce moment-là, je lâche. Et donc les êtres de lumière lui disent, vous avez une tumeur au sein, mais là, pour le moment, votre vie n'est pas menacée. Vous allez là, en fait, vous allez vous en sortir. Et ça va vous amener, en fait, à faire une grande remise en question et de grands changements dans votre vie. Un message de ce genre. Et 3 jours après, en fait, j'apprends qu'elle a fait une biopsie dont elle a les résultats et qu'elle a effectivement une tumeur au sein. Et donc ça a été un petit peu la preuve. Alors, ça s'est plus reproduit par la suite, c'est-à-dire que ça a été vraiment, je crois, une des seules fois où ils ont fait une sorte de diagnostic, si je puis dire, parce que c'est pas du tout le type de message que transmettaient les êtres de lumière à travers moi. Je crois que c'était une des seules fois qu'ils l'ont fait. Et je crois que c'était justement pour, comme tu dis, m'apporter une sorte de preuve pour m'encourager, parce que c'était mes débuts et que j'avais besoin justement de savoir que c'était pas n'importe quoi ce que je disais. Ouais, que tu prennes confiance en toi, en fait. Exactement, voilà. Et ça, je l'ai souvent constaté, là encore, dans les étapes, c'est que souvent, au début, il y a des coups de pouce pour nous donner confiance en nous. Et après, des fois, on se dit « Oh, mais il n'y a plus rien », mais c'est parce qu'on a continué le chemin par nous-mêmes. Ouais. Mais c'est vrai que je remarque aussi beaucoup... Moi, je suis très connectée. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où il y a plein de synchronicités, il se passe plein de trucs. Et il y a d'autres périodes où c'est beaucoup plus vide. Mais bon, on est d'accord, ils sont toujours là. Oui, parce que ces périodes font aussi partie des périodes d'intégration. Il y a des périodes, comme tu dis, où on est très connecté, puis des moments où on intègre. Et puis il y a aussi des périodes où on est très connecté parce qu'on va être dans une vibration beaucoup plus élevée. Et puis des moments où on va être dans des difficultés, où notre taux vibratoire va baisser. Je dirais que ça fait partie de notre humanité aussi. Oui, bien sûr. On n'est pas des machines. Non, on n'est pas des robots, c'est sûr. Et ce que j'ai adoré aussi dans ton livre, c'est qu'on y voyage beaucoup avec toi. Oui. T'as fait plein de voyages initiatiques. Oui. J'adore ça, les voyages initiatiques. Déjà, j'ai tellement plaisir à en faire moi-même et à recevoir comme ça des initiations un peu aux 4 coins du monde, parce qu'en effet, j'étais au Tibet, au Mexique, au Pérou, à Bali. Et puis aujourd'hui, j'en guide aussi des voyages initiatiques et ça réunit mes 2 passions qui sont justement la spiritualité et les voyages. C'est toujours des moments très forts parce que c'est vraiment... on est dans les énergies de lieux sacrés et on est en dehors de notre quotidien et on peut se reconnecter à la fois à ce que porte la terre. Et il y a des lieux aussi qui offrent comme des, entre guillemets, des couloirs de connexion privilégiés. C'est ce que j'allais te demander, en fait. Parce que qu'est-ce que ces lieux apportent en particulier ? Pourquoi aller aussi loin, dans un sens ? Donc, quelles sont ces portes de connexion, en fait, et est-ce qu'elles sont différentes entre chaque lieu ?
Alors, chaque lieu porte sa vibration spécifique. Après, il y a des lieux qui sont reliés, mais on voit bien, par exemple, tu vois, si je prends l'exemple de l'Égypte, il y a des vibrations très spécifiques qui sont... Donc, qu'est-ce que ça apporte d'aller dans les lieux? Plusieurs choses. D'abord, on va se reconnecter à ce que porte la terre, parce il peut y avoir aussi comme des codes, je prends l'exemple des temples en Égypte, mais c'est valable en fait dans beaucoup d'autres temples dans la planète. Tu vois. Ce que nous disaient les êtres de lumière, c'est que les pierres des temples portent une énergie spécifique. Et que le simple fait d'entrer dans ces temples, eh bien, on reçoit cette énergie. Je me souviens, j'avais posé la question, j'ai dit oui, mais nous, par exemple, on le reçoit, on est conscient de ça, donc on va la recevoir. Mais je leur ai demandé, mais qu'est-ce que ça fait pour les touristes qui vont le visiter de façon complètement inconsciente? Eh ben, ils m'ont répondu, même pour les touristes qui le visitent de façon inconsciente, ça va déposer une graine d'éveil de conscience. Certains vont avoir une sorte d'éveil de conscience immédiat, d'autres, ça va être comme un germe qui va agir comme une bombe à retardement. Et parfois, des années après, ils vont avoir un éveil de conscience, mais dont l'origine, en fait, est la graine qui a été stimulée au moment où ils sont rentrés dans ce temple. Ouais. Voilà, donc il y a la vibration des lieux, et puis il y a aussi les mémoires karmiques que l'on porte, c'est-à-dire que quand les personnes qui se sentent très attirées, je continue l'exemple avec l'Égypte, elles peuvent aussi sur place aller reconnecter avec des mémoires de prêtres ou de prêtresses égyptiennes, par exemple, et donc se reconnecter à des potentiels ou à des capacités qui ont été développées. Il y a des lieux où on va reconnecter avec nos propres mémoires. Et oui, donc si inconsciemment on se sent attiré par un pays ou un lieu, oui, faut y aller. C'est ça. C'est pas un hasard qu'on soit attiré par certaines destinations plutôt que par d'autres. Tout à fait. Et moi, comme je dis, c'est vraiment ce que j'ai vécu, puis c'est ce que je dis pour les voyages initiatiques que je guide aujourd'hui, c'est un appel intérieur. Et c'est ce que les gens me disent aussi, d'ailleurs, quand ils viennent, ils disent, mais voilà, c'était un appel et on en revient souvent transformé. Bah oui, parce qu'on répond, donc évidemment, il se passe quelque chose. Oui. Il y a une action qui est faite de notre part. Oui. Oui. Ça permet souvent, des fois un saut quantique, en fait, à l'intérieur de soi ou un point de basculement. Et donc, en intro, tu nous as un petit peu expliqué ce que tu fais aujourd'hui. Tu fais des formations. Toi, ta mission de vie aujourd'hui, tu l'incarnes comment et qu'est-ce que tu essayes de faire, en fait? C'est quoi le gros de ton travail aujourd'hui? Alors, c'est ce que je disais au début. Pour moi, c'est d'abord participer à l'éveil de conscience. Aussi, et ça fait vraiment partie de ce que j'ai contacté de ma mission, c'est d'installer plus de paix en soi. Parce qu'en fait, tout ce dont j'ai parlé, la connexion au guide, à la mission d'âme, etc., mais même tout ce qu'on veut réaliser dans notre vie, ça commence par un état de paix intérieure. Mais quoi qu'on veuille, en fait, que ça soit de meilleures relations, une meilleure santé, un meilleur travail, etc., l'état de paix intérieure, c'est ce qui va faciliter tout ça. Et moi, ça fait vraiment partie des choses qui me tiennent le plus à cœur et de ce que j'ai contacté, qui fait vraiment partie aussi de ce que je transmets, donc à travers mes transmissions, y compris vibratoires, c'est stimuler cet état de paix intérieure qui va ensuite aussi agir dans nos relations, puisque je travaille aussi et je transmets aussi des choses sur les relations d'âme. C'est ce qui est venu aussi plus récemment. Et donc ça commence par cet état de paix intérieure et dans nos relations, parce que c'est ça aussi qui va agir le plus au niveau collectif. Donc c'est participer à cet éveil de conscience, à plus de paix intérieure, à l'élévation vibratoire de la planète. Et ça commence par aider tous ceux qui ressentent l'appel, en tout cas, à vivre une vie plus alignée avec leur âme, plus connectée, j'entends au divin, vous avez compris, au monde du subtil, aux énergies subtiles, pour reprendre le nom de ton podcast, les mondes subtils, c'est vraiment ça, aux énergies du subtil, mais pour pouvoir nourrir le quotidien, pas pour fuir le quotidien, mais pour pouvoir le nourrir et agir là où on est par un plus grand rayonnement d'énergie. Ouais,
pour que ça rayonne sur les autres et que ça apporte plus de lumière. Oui, c'est ça. Et alors, ma dernière question, c'est par rapport à cette élévation vibratoire qu'on est en train de vivre en ce moment. Moi, qui m'a personnellement remué tout l'été. J'ai eu une phase un peu compliquée là où c'était genre, oulala, il y a un gros nettoyage qui a été fait personnellement. Cet été, c'est quand même des énergies qui sont pas faciles. Oui. Je suis d'accord. Ouais. Elles sont très, très bousculées et souvent difficiles à vivre. Ouais. Et c'est d'autant plus important d'être centré, vraiment enraciné et en lien avec notre lumière intérieurement actuellement, parce que sinon, mais c'est très facile de se faire balayer. Et d'ailleurs, c'est ce que beaucoup vivent. Hein. Oui, je pense que c'est ce que beaucoup vivent. Et même moi qui fais beaucoup de choses en conscience et qui essaye d'être ancrée, etc. Là, le mois d'août et le mois de septembre, ça m'a... Mais je pense que ça a fait partie de ce que tu disais, cette espèce de désintoxication, c'est que c'est des choses qui sont remontées, mais sauf que il y a beaucoup de choses qui remontaient en même temps. Et ouais, c'est pas facile. Mais est-ce que tu peux nous expliquer ton point de vue par rapport à cette élévation vibratoire? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en gros là pour toi? Parce que vu de manière très terre à terre, c'est la catastrophe avec ce qui se passe dans le monde. Mais d'un autre côté, moi j'ai l'impression qu'en fait c'est la catastrophe pour crever un peu l'abcès, quoi. C'est vraiment pour aller vers du mieux, mais ça passe par un divorce avant de retrouver l'harmonie, quoi. C'est un peu ça l'image. Là, pour moi, il y a plusieurs choses par rapport à ça. D'abord, j'ai pas l'impression... Enfin, comment dire? Si je comprends ce que tu dis quand tu dis c'est la catastrophe. Et à un niveau, oui, on peut le dire, mais j'ai pas du tout l'impression que ça soit plus la catastrophe que dans les siècles précédents. Bien au contraire. La différence, c'est qu'on le voit plus. Ouais. C'est-à-dire que, déjà, il suffit de prendre l'histoire. Enfin, tu vois, je sais pas, au XXe siècle, la Première Guerre mondiale, une boucherie sans nom. La Deuxième Guerre mondiale, les camps de concentration, l'horreur absolue. Mais même auparavant, je veux dire, il y a les épidémies de peste, l'Inquisition. Enfin, je suis désolée, c'était 10 fois pire. La différence, c'est qu'aujourd'hui, avec les moyens que nous avons, et au niveau vibratoire, et puis au niveau tout simplement de l'information, ça, on le sait, on le voit. Donc, ça paraît pire, mais en fait, c'est pas pire. C'est juste que on met plus de lumière là-dessus, donc on le voit plus. Oui, il y a une plus grande transparence. Voilà, exactement. Il y a c'est plus visible. Ensuite, moi, ce que me disent mes guides depuis déjà un moment, c'est que il y a beaucoup plus de choses aussi qui vont mieux que ce qu'on ne le croit, parce que les actualités ne parlent que de ce qui ne va pas. Or, il y a aussi beaucoup d'initiatives, que ce soit individuelles ou collectives, extrêmement positives et extrêmement élevées, dont on ne parle pas, mais qui transforment les choses à un niveau local ou à un niveau global et subtil. Et j'ai été très touchée, tu vois, ça fait quelques jours, j'ai reçu un mail d'un de mes abonnés qui me disait que en se connectant, qui se connectait régulièrement à ses guides avec donc les exercices que je lui avais transmis, et que ces guides lui disaient et lui montraient que vraiment, en dépit de ce qu'on pouvait croire, il y avait de plus en plus d'initiatives lumineuses, il y avait de plus en plus de conscience qui s'éveillait, il y avait de plus en plus d'initiatives locales vertueuses, etc. Et vraiment, ça rejoignait exactement, moi, les messages que j'ai aussi. Après, à un niveau encore beaucoup plus vaste, ce qui se passe aussi, c'est qu'on est dans une phase de l'humanité qui ne s'est jamais produite, c'est-à-dire que les guides de lumière nous disent qu'il n'y a pas d'antécédent sur Terre de ce qu'on est en train de vivre actuellement par rapport à cette élévation de conscience. Okay, ouais. Parce que, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'Égypte, etc. C'est-à-dire que dans l'histoire, il y a eu des moments, dans l'histoire ancienne, où
des groupes de personnes ont atteint un niveau de conscience beaucoup plus élevé que ce qu'on peut en fait vivre actuellement. C'est-à-dire, par exemple, en Atlantide ou en ancienne Égypte, il y avait, tu vois, les prêtres, les prêtresses, etc., touchaient des niveaux de conscience beaucoup, beaucoup plus élevés que ce qu'on peut vivre actuellement, même les personnes très, très élevées spirituellement sur cette planète. La grande différence, c'est que c'était des petits groupes de personnes. C'était des petits groupes de personnes qui le vivaient dans des temples, donc à un niveau très, très élevé, mais il y avait eux, et qui étaient complètement séparés du reste de l'humanité, qui, eux, en fait, ne vivaient absolument aucun éveil de conscience. Et la grande nouveauté, actuellement, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a un éveil collectif à ce point. C'est-à-dire que cet éveil de conscience, il n'est pas l'apanage des prêtres et des prêtresses dans quelques temples, mais c'est vraiment un éveil qui est offert à tout le monde. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette telle désintoxication, que ça nettoie tellement. C'est parce que ça touche tout le monde et pas juste quelques personnes. Et ça, c'est sans précédent. Alors, je vais lire un mini passage de ton livre dans le chapitre « Le temps du bilan et de la récolte » vers la fin. Et donc, c'est une canalisation que tu as faite. Lorsque vous passez d'un monde à l'autre, vous devez accueillir et laisser aller des illusions de l'ancien monde. C'est ce qui se vit actuellement sur votre Terre à un niveau, la perte des illusions. Vous êtes dans les contractions de l'accouchement. Certes, ceci est parfois fort douloureux car il y a des résistances, des tensions. Comme lorsqu'une femme qui accouche résiste, les muscles se tendent et l'accouchement est plus douloureux. Néanmoins, l'accouchement ne peut être interrompu. Entendez-le bien, le processus d'accouchement en cours peut être plus ou moins douloureux, mais ne peut point être annulé, car ceci participe à un plan beaucoup plus vaste de passage à une autre étape de votre humanité, où le respect du vivant devra prévaloir bien davantage que ce à quoi vous assistez aujourd'hui. Complètement en lien avec la conversation qu'on avait juste avant. Rapidement, c'est quoi, toi, le conseil, ou les conseils principaux pour les gens qui trouvent cette période difficile? C'est justement de se connecter le plus possible à sa propre lumière. Et pour ça, c'est important d'éviter le piège de trop entrer dans les débats d'actualité qui sont tellement entretenus autour des bons, des méchants, les pour, les contre, etc., qui nous décentrent quelque part. Et c'est vraiment autour de, voilà, moi, qu'est-ce qui vient nourrir ma lumière? Parce que c'est à partir de cette lumière que je vais pouvoir rayonner davantage et me sentir inspirée à contribuer. Et quand je dis contribuer, des fois, ça peut être vraiment en silence par notre propre présence, par nos prières, par notre énergie, parfois par un sourire, par une parole juste, par un acte juste. Et c'est ce qui va donner du sens, en fait, à notre vie. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir agir, en fait, à notre niveau. Ouais. Je pense que c'est un très bon conseil. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir pris le temps pour notre interview. Merci, Raphaël. C'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez aimé le témoignage de Sophie. Le livre mentionné s'intitule « L'appel des êtres de lumière » et est publié aux éditions First. Si vous souhaitez plus d'infos sur les enseignements de Sophie ou avoir accès à ses contenus gratuits pour vous aussi développer vos facultés, vous pouvez aller directement sur son site, se relier à songuide.com. Le lien est dans les notes de l'épisode, comme toujours. Nous, on se retrouve vendredi prochain avec une invitée en or qui enseigne le yoga Kundalini et le breathwork. Elle s'appelle Beata, elle est touchante, inspirante et inspirée. Elle nous partage son cheminement difficile et nous explique comment elle a réussi à traverser ses couches d'ombre pour aller trouver cette lumière intérieure qui ne demandait qu'à naître. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet.
Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut, à la semaine prochaine!